carte de développement que nous allons utiliser possède un processeur de la famille Cortex. Donc Cortex ou ARM, donc c'est une architecture brevetée qui est après proposée par différents fondeurs, différentes marques. Nous, on va utiliser des cartes de chez ST Microelectronics, mais après, on peut trouver ce même type d'architecture chez Texas Instruments ou autre. Alors, dans cette famille ARM Cortex, nous avons les processeurs généralistes faible consommation, donc parmi lesquels on a les Cortex M0 pour ceux qui consomment le moins et bon, souvent sont aussi les moins performants. Jusqu'au Cortex M7, nous on va se situer au niveau du Cortex M4. Après, pour des applications plus exigeantes en performance, notamment en calcul pour le traitement du signal, on a la famille des Cortex R. Et si on a besoin d'installer un système d'exploitation de type Linux, donc nécessitant une Memory Management Unit, là on va se situer dans la famille des Cortex A. Alors, si on ouvre un téléphone, en réalité, on a voilà, plusieurs puces, donc souvent multicœurs, comme pour le processeur dédié à la gestion centrale des applications. Là, on retrouve des processeurs de type Cortex A. Après, pour tout ce qui est traitement du signal, là, on est sur du Cortex R pour la gestion des transmissions ou des réseaux sans fil. Et par contre, pour ce qui est gestion de l'alimentation, par exemple, on est sur des Cortex M0 ou M3. Dans un premier temps, on va s'appuyer sur l'architecture des processeurs. Donc là, on va rester entre registres processeurs et voir un petit peu ce qui se passe entre l'unité d'exécution et la mémoire. Et ensuite, on va s'intéresser à la gestion des périphériques, parce que pour récupérer l'état d'un bouton, allumer une LED ou gérer des liaisons avec des capteurs ou avec un PC. Alors si on reste avec la carte Nucléo ne possédant qu'un seul bouton et une seule LED, on va être un petit peu limité. Donc dans l'étude des périphériques, on ajoutera une carte Mbed Shield sur laquelle on trouve un écran, un capteur, des potentiomètres, plusieurs boutons, plusieurs LED. Sachant que les cartes Nucléo possèdent des connecteurs de type Arduino. Donc tout type de carte au format Arduino peut être plugué sur la carte Nucléo de chez ST. Si l'on regarde les différents registres à disposition, nous retrouvons les registres R0 jusqu'à R3 étudiés précédemment dans l'architecture simplifiée. Et on a en plus à disposition davantage de registres, donc allant jusqu'à R12. Ensuite, on retrouve le registre PC, Programme Counter ou registre R15, le registre Data Status Register. On a des registres dédiés à la gestion de la pile étant un petit emplacement mémoire réservé pour aller notamment sauvegarder un contexte quand on appelle une fonction. À partir du Cortex M4, on a à disposition une unité de calcul pour gérer les flottants. Donc, pour rappel, on a vu ça dans la partie codage, c'est l'histoire du codage mantis exposant. Donc si on n'a pas d'unité de calcul pour gérer ce format, on est obligé de le faire de manière logicielle. Donc on va traiter d'une part la mantis, d'autre part l'exposant, en faisant tout un tas de décodage. Donc à terme, on va arriver à faire quelque chose, mais ça va prendre plus de temps que si on a une unité de calcul dédiée. Donc pour gérer cette unité de calcul dédiée, le Floating Point Unit, on a une série de registres qui est proposée dans l'architecture du Cortex. Par rapport au jeu d'instructions évoqué avec le processeur élémentaire, on retrouve globalement la même chose, j'ai fait en sorte que ce soit le cas. Donc si je veux mettre 5 dans le registre R1, j'ai ici un adressage immédiat. Si je veux copier un registre dans un autre, je fais un move. Si je veux faire une addition, je retrouve le add, le sub. Bon, maintenant, on va avoir évidemment davantage d'instructions, par exemple la multiplication, le et logique, le ou logique. Et une chose en plus dans l'architecture, véritable architecture Cortex, c'est que quand on fait un calcul, on ne modifie pas par défaut les bits d'état. Donc si on veut
modifier ces bits d'état en vue de faire un saut conditionnel par la suite, il faut rajouter le suffixe S. Côté instruction d'accès mémoire, donc lecture-écriture en mémoire, on retrouve à nouveau le load et le store. Pour rappel, ce type d'instruction se fait en deux temps. Premièrement, acquisition de l'adresse en mémoire à laquelle on veut écrire ou dont on veut lire la donnée. Alors, comme on ne connaît pas a priori l'offset qu'on va faire par rapport au programme counter, et que c'est de toute façon le compilateur qui va décider de cet offset, on va utiliser ce qu'on appelle une pseudo-instruction. Donc, c'est une instruction qui va être réinterprétée par le compilateur pour justement indiquer cet offset. Donc, nous, comme on connaît le nom de la variable qu'on souhaite modifier ou lire, on va juste écrire LDR R0 égale le nom de la variable. Donc là, elle s'appelle val. Et à ce moment-là, automatiquement, cette instruction va être réinterprétée de telle sorte que R0 reçoive, en exécutant cette instruction, l'adresse de la variable qui m'intéresse. Et à partir du moment où j'ai l'adresse, je peux copier le contenu de ce qui se trouve à cette adresse dans le registre R1. Par ailleurs, le LDR permet de récupérer 32 bits. On peut également moduler la taille de la donnée récupérée en mémoire. Donc, quand on récupère une adresse, c'est toujours 32 bits, hein, ça on ne change pas, c'est toujours un LDR. Par contre, quand on veut récupérer la donnée, on peut dire j'aimerais bien récupérer uniquement 8 bits en mémoire. Si par exemple je traite une chaîne de caractères, j'ai aucune raison d'aller à chaque fois chercher 32 bits, je peux juste aller chercher 8 bits l'un après l'autre s'il s'agit d'une chaîne. À ce moment-là, on rajoute le suffixe B, donc LDR-B, pour aller chercher l'octet qui se trouve à l'adresse précisée dans R0. Si je veux aller écrire une donnée de 32 bits en mémoire, donc je vais d'abord récupérer l'adresse de la variable qui m'intéresse, et ensuite je fais le store, donc je prends ce qu'il y a dans R1, et je vais l'écrire à l'adresse indiquée par R0. Et pareil, si je veux uniquement aller écrire un octet, j'utilise strb. Si je veux parcourir un tableau, que ce soit un tableau de données ou de caractères, donc soit je fais une succession de LDR R1, R0 suivie d'une addition pour faire évoluer R0, je peux également inclure cette post-incrémentation directement dans mon instruction. Voilà. J'ai la possibilité de dire R1 reçoit ce qui se trouve à R0, puis j'ajoute 4 au contenu de R0. Côté instruction de comparaison et de saut, si je veux faire un saut inconditionnel, j'utilise l'instruction B pour branch. Si je veux faire un saut à condition que le résultat précédent était égal à 0, donc pour cela je regarde les bits NZVC, j'utilise l'instruction branch if equal to 0. Et dans le cas contraire, c'est l'instruction branch if not equal à 0. Donc après, ici, on a la liste de toutes les conditions possibles. Alors, sachant qu'on peut considérer des nombres représentant des quantités non signées ou signées. Dans ce cas-là, les conditions vont changer. Et donc, quand on dit que mon résultat précédent est égal à 0, ça revient à dire je fais une soustraction. Si R1 moins R2 est égal à 0, autrement dit, si R1 égale R2, je fais le saut. Il n'est jamais évident dans un codage assembleur de savoir a priori est-ce qu'on met plutôt supérieur ou inférieur. Bon, là, c'est le genre de choses qu'on peut déterminer lors de la phase de test du programme et on vérifie justement si le saut est bien réalisé ou pas. Nous allons tester un programme sur le logiciel STM32Cube IDE proposé par ST, qui est en réalité le logiciel Eclipse open source arrangé. Eclipse, c'est un logiciel qui permet de faire du développement soit croisé, soit natif pour différents langages, notamment C, C++ et Java. Et ce que propose ST, c'est en plus un packaging proposant les différents outils de compilation, KRM GCC pour la compilation
d'un programme pour une cible de type Cortex et le débugger ARM-GDB pour pouvoir tester le programme sur la cible. Donc, ce qui permet à la fois d'envoyer le code compilé sur la cible et ensuite de pouvoir le tester, de regarder l'état des registres et de la mémoire. Un workspace contient un ou plusieurs projets. Ici, mon projet s'appelle Nucleo F411 base. Et dans l'arborescence correspondante, je retrouve dans le répertoire source mon fichier main.s. .s, c'est pour l'extension assembleur dans lequel j'ai la fonction principale de mon programme. Avant d'arriver au main, il se passe des choses définies dans Startup et notamment dans Startup stm32f411xe.s, donc fichier également en assembleur Cortex. Comme j'ai plusieurs fichiers à compiler, j'ai un makefile qui est disponible, dans lequel on va trouver l'appel au compilateur. Et le fichier généré à l'issue de la compilation, donc ce que je vais envoyer à la cible, à l'extension .elf. Et j'ai par ailleurs un fichier de configuration au format .lds qui permet d'indiquer les différents placements mémoire de mes parties de programme. Donc on revient sur l'exemple somme des éléments d'un tableau. Alors déjà, on peut distinguer ce qu'on appelle le segment .data, là où je vais déclarer mes différentes variables, donc qui s'appelle tab ici et résultat. Donc on voit comment ça se présente. Je mets tab 2 points, donc le nom de la variable. Le type, .word, c'est une donnée sur 32 bits. Et les valeurs initiales, 1, 2, 3, 4, 5. Après, pour tout ce qui est programme, je vais placer ça dans un segment .text. Et là, on retrouve les différentes instructions en langage assembleur. Donc, on met 0 dans R4, on récupère l'adresse de tab, on initialise le compteur avec la valeur 5, et ensuite, on va successivement récupérer chaque élément du tableau pour les accumuler dans R4 jusqu'à parcourir tout le tableau. Et donc, le résultat final sera placé à l'adresse résultat. Lorsque je fais une compilation, je fais appel au compilateur, donc dédié ici au langage à destination de l'ARM, donc c'est le ARMNone EABI GCC. Si je voulais compiler un programme pour mon PC, j'utiliserais uniquement l'outil GCC. Donc là, il s'agit de compilation pour une cible avec une architecture différente. Donc une fois que j'ai passé la phase de compilation, je dispose de fichiers au format .o qu'il faut ensuite placer en mémoire. L'emplacement mémoire est indiqué par le fichier au format .lds. C'est là où je vais dire tel segment, les segments .data ou .text évoqués précédemment, vont être placés à une adresse en particulier, tenant compte évidemment de la memory map disponible dans la documentation. À l'issue de cette phase, donc après l'édition de liens, je dispose d'un exécutable que je peux envoyer à la cible et que je peux tester avec l'outil de debug ARM-GDB. Bon, je peux également utiliser un simulateur si je ne dispose pas de carte. Alors si on regarde plus en détail le fichier de configuration .lds, on retrouve ici les emplacements, les adresses. On retrouve ici les adresses de la flash, donc adresse initiale pour la mémoire flash et adresse initiale pour la mémoire RAM. Si on regarde plus en détail le fichier de configuration .lds permettant d'indiquer les placements mémoire, on retrouve l'adresse initiale de la mémoire flash, donc mémoire non volatile, dans laquelle on va plutôt placer tout ce qui est programme, et de la mémoire RAM, donc mémoire volatile, où on va mettre plutôt tout ce qui est données.
quand je mets la carte sous tension ou que j'appuie sur Reset, j'arrive dans ce qu'on appelle la table des vecteurs pour ensuite me retrouver au niveau du main. Donc cette table des vecteurs, c'est le point de départ de mon programme. On va plutôt la placer en flash. Tout ce qui est segment d'instruction de code, je vais placer ça en flash. Concernant les données, je suis amené à modifier les données au cours de l'exécution d'un programme, mais je dois aussi tenir compte des valeurs initiales de ces données qui doivent être stockées quelque part. Donc je dois réserver à la fois une place en mémoire flash et en mémoire RAM. Et au démarrage du programme, donc quand je mets sous tension ma carte, j'arrive à l'adresse directement Reset Handler, et là on voit qu'on récupère une adresse correspondant à une adresse en flash, et je récupère les adresses de début et de fin de l'emplacement mémoire en RAM. Et la boucle de démarrage que vous avez là consiste à recopier les valeurs initiales depuis la flash jusqu'à la RAM pour ensuite appeler le programme main. Pour tester le programme dans l'environnement de développement, je télécharge pour commencer une archive contenant un workspace. Donc cette archive, bien évidemment, je l'extrais et je dispose d'un répertoire dans lequel se trouve un projet. Donc un workspace peut éventuellement contenir plusieurs projets dans le logiciel Eclipse. Je lance alors STM32Cube IDE et là je vais indiquer le répertoire vers workspace. Alors je ne vais pas plus loin. Et une précaution importante, c'est de ne pas mettre d'accent ni d'espace dans les noms de fichiers ou de répertoires. Si je travaille dans le répertoire téléchargement, à un moment donné, j'aurai un problème lors de la phase de debug. Donc, de manière générale, la bonne pratique, c'est aucun espace, aucun accent dans les noms de fichiers de répertoire, et ça se passera forcément mieux. Alors, lorsque j'ouvre le logiciel, je dois trouver dans Project Explorer l'arborescence. Donc, je retrouve ici le projet Nucléo et dans Source, j'ai tout un tas de mains que je vais sélectionner en fonction des différents exemples que je vais traiter. Alors, par précaution, je préfère systématiquement fermer tout ce qui est ouvert. Des fois que si on fait un copier-coller d'un projet, on est un chemin d'un ancien projet. On peut également faire un clean pour faire un petit peu de ménage, notamment pour enlever pareil les anciens exécutables qui ont été générés précédemment s'ils sont présents. Donc là, j'ai une recompilation. Alors, dans mon Makefile, on va trouver la sélection du fichier main à compiler. Donc là, pour commencer, on a affaire à maincalc1.s, qui est ici. Voilà, donc je l'ouvre et je retrouve bien mon fichier avec la boucle de calcul. Pour compiler, donc pour créer l'exécutable, c'est project build all. Donc là, on peut retenir CTRL-B, le raccourci. On va être amené à le faire assez souvent. Donc dès que je fais une modification, j'enregistre bien évidemment et je fais un build. Si jamais j'ai une erreur lors de ma phase de compilation, le main.elf à ce niveau-là n'a pas été mis à jour. La compilation n'a pas abouti, donc je dois corriger mes erreurs de syntaxe pour disposer d'un exécutable mis à jour et évidemment correct que je peux envoyer à la cible. Côté test, donc je peux vérifier la configuration de debug dans debug config. Donc vous voyez qu'on peut très bien avoir des configurations de debug pour faire un développement natif
sur le PC. Et ici, j'ai une configuration de debug pour interagir avec une cible de type Cortex. Le debugger, c'est debugger ST-Link. Donc, quand je veux tester un programme, donc mon processeur, c'est celui-là. Mais l'intermédiaire entre mon PC et mon processeur, ça va être un autre processeur qui se trouve ici, qui est d'ailleurs un processeur de type Cortex également, et qui permet de gérer l'écriture du programme de l'exécutable dans la cible, et la gestion également du debug, des points d'arrêt, de la lecture, des registres et de la mémoire. Donc je peux directement lancer le debug avec le petit scarabée qui se trouve là. Donc je retrouve la configuration évoquée précédemment. Et là, je charge le programme dans la cible. Je suis au main. Donc avant le main, il y a eu j'ai commencé par le reset handler. J'ai fait les différentes configurations, initialisation de la mémoire RAM avec les valeurs initiales, initialisation des horloges, et j'arrive ici à la première instruction. Donc soit je lance mon programme d'un coup en faisant resume. Donc là, à ce moment-là, j'atterris à la dernière instruction. Maintenant, si je suis en phase de test, tout n'est pas censé se passer bien au premier essai. Alors, je lance mon programme sur la cible. Donc là, je récupère la configuration directement, côté du petit scarabée, la configuration de développement. Alors, je passe en test. Donc là, je vais récupérer ici, avec le petit scarabée, directement la configuration de debug évoquée. Ce qui a pour effet de charger le programme dans la cible. Et donc, j'atterris à la première instruction, donc sachant qu'au préalable, j'ai eu le reset handler et que j'ai fait toutes les initialisations, donc initialisation de la RAM et initialisation notamment de l'horloge. Si j'exécute tout d'un coup en faisant resume, donc le raccourci c'est F8, si je mets pause, je suis arrivé directement à la dernière instruction. Bon, ça permet de vérifier qu'on n'est pas coincé dans une boucle, mais si on veut observer plus en détail ce qui se passe lors de l'exécution de notre programme, je vais plutôt observer les choses en mode pas à pas. Donc là, je vais relancer la session de debug. Alors pour observer les registres, j'ai une fenêtre Registers. Si une fenêtre n'est pas présente, vous avez ici Window Show View pour aller la sélectionner. Donc on retrouve bien Registers à ce niveau-là. Si j'exécute l'instruction, donc après avoir exécuté l'instruction, R4 reçoit la valeur 0. Donc là, les registres qui sont indiqués dans cette fenêtre, ce sont les registres internes au processeur. Maintenant, je vais récupérer dans R0 l'adresse du tableau. Donc si j'exécute l'instruction, R0 récupère une adresse. Donc si je vais en mémoire, je devrais voir mon tableau constitué des 5 valeurs que je veux accumuler. Donc vous voyez ici, j'ai récupéré l'adresse et je vais aller dans la fenêtre Memory Browser donc pour avoir l'état de la mémoire, et à l'adresse 0x20000, j'ai bien les valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, mon tableau se trouve en mémoire à ce niveau-là. Je mets ensuite 5
dans R1. Donc c'est le décompteur. Et je vais récupérer la première valeur de mon tableau dans R5 que j'accumule dans R4. Je passe à l'élément suivant dans mon tableau et je décrémente mon compteur. Compteur qui vaut 4, donc n'est pas encore égal à 0. Je reboucle, j'accumule à nouveau et ainsi de suite. Et si je veux aller un peu plus loin dans mon programme, sans avoir à faire le pas à pas, alors je relance mon debug maintenant pour faire du pas à pas, donc pour observer ce qui se passe pour chaque instruction. Donc j'ai une fenêtre qui s'appelle Registers où je retrouve les registres internes au processeur. Si une fenêtre n'est pas disponible, elle peut être ajoutée en faisant Windows Show View, le nom de la fenêtre que vous cherchez. Alors je suis toujours ici arrêté à la première instruction par défaut. Pour faire un pas, je vais faire Step Over F6. C'est le raccourci, c'est F6. Et quand j'ai des fonctions, j'ai le Step Into F5 pour rentrer dans une fonction et observer ce qui s'y passe. Pour l'instant, je suis sur du F6. Donc je récupère, vous voyez... Oh putain. Alors maintenant, je passe en phase de debug où je vais faire du pas à pas. Donc je recharge à nouveau mon programme. « 5, 4, 3, 2, 1, top ». Donc je fais à nouveau une phase de... Donc je recharge à nouveau mon programme pour passer en phase de debug. Et là, cette fois, je vais faire du pas à pas. Donc au lieu de lancer mon programme en entier, je vais regarder pour chaque instruction ce qui se passe. Donc on utilise à ce moment-là l'outil ici Step Over, dont le raccourci c'est F6. Et vous avez également Step Into. Donc si jamais vous devez rentrer dans une fonction pour observer ce qui s'y passe, on va utiliser Step Into. Bon là je vais rester sur du Step Over. Donc je suis censé ici charger dans R4 la valeur 0. Donc vous voyez que là vous avez une fenêtre Registers. On a la liste des registres présents dans le processeur. Si une fenêtre a disparu, hein, vous avez Windows, Show View, voilà, Register, on la retrouve ici. Et l'instruction suivante, je dois récupérer l'adresse du tableau. Donc là, R0, normalement, contient une adresse. Et si je vais en mémoire, donc avec ici Memory Browser, et que j'indique l'adresse, je retrouve bien mon tableau avec les valeurs 1, 2, 3, 4, 5. J'initialise mon décompteur et je récupère ici en mémoire ce qui se trouve à l'adresse tab. Donc là, R5 récupère bien la valeur 1. Je l'accumule dans R4. Je pointe sur l'élément suivant dans le tableau. Je décrémente le compteur. Mon compteur n'étant pas arrivé à 0, je boucle. Je récupère la valeur suivante que j'accumule et ainsi de suite. Donc après, pour vérifier qu'on n'est pas coincé dans une boucle ou pour aller voir un petit peu plus loin dans le programme, je peux double-cliquer ici dans la marge pour placer ce qu'on appelle un point d'arrêt.
et je peux aller directement à ce point d'arrêt en faisant F8. Voilà, donc là, j'ai fait normalement toute ma boucle. Je ne suis pas resté coincé puisque je suis arrivé à mon point d'arrêt. Et on voit que l'accumulation des valeurs dans R4 m'a permis d'obtenir la valeur 15. Et donc cette valeur va être placée en mémoire à l'adresse, donc résultat. Donc pour l'instant, j'ai 0 dans cette case mémoire, mais à l'issue du store, je vais bien écrire la valeur f à l'adresse résultat. Donc voilà, en termes de compilation debug, il n'y a que ça à savoir faire. Donc, si je veux stopper mon programme, hop, je reviens dans la vue compilation. Donc là, on bascule à chaque fois entre la vue compilation ou la vue debug. Donc la compilation, debug. Alors nous allons maintenant tester l'appel d'une fonction. Donc là, cette fois, je change de programme main et je vais chercher main calc2.s. Donc je modifie à ce moment-là le fichier makefile pour compiler ce nouveau fichier. Alors qu'est-ce qu'on remarque là-dedans? Donc cette fois, la boucle de calcul se trouve dans une fonction qui s'appelle SumTab. Donc j'ai bien le même point de départ qui est la fonction main. Et depuis cette fonction main, je vais appeler SumTab. Alors quand on a une fonction, on a des paramètres d'entrée. Donc là, par convention, le premier paramètre va être placé dans le registre R0. Donc là, il s'agit de l'adresse du tableau dont je veux accumuler les valeurs. Et je vais placer dans R1 le deuxième paramètre de la fonction, qui est la taille du tableau. L'instruction BL permet de faire un saut, puisque l'appel d'une fonction, c'est le fait d'aller ailleurs dans le programme. Donc c'est bien un branchement, mais il y a une chose en plus, ici il y a le L. On va voir ce qui se passe exactement quand on appelle la fonction. Donc si je fais un saut, je vais me retrouver dans la boucle, je vais faire mon calcul, mais à un moment donné, il va se poser la question de revenir à la fonction main. C'est pour ça que BL veut dire branch whistling, c'est-à-dire qu'il y a une notion de retour à la maison. Alors je vais compiler et on va tester le programme pour voir. Donc là, je bascule en debug. Je charge dans R0 et dans R1 les paramètres de la fonction. Alors si on prend la valeur de PC, j'ai 8, 7B6. Et ici, j'ai un registre qui s'appelle LR qui va permettre justement de sauvegarder l'adresse de retour. Donc là, je vais faire un step into pour rentrer dans ma fonction. Donc, step into, le raccourci, c'est F5. Voilà, je suis dans ma fonction. Donc LR a été modifié avec l'adresse de l'instruction qui suit normalement BL. Je fais ma boucle de calcul. Donc, je vais mettre un point d'arrêt pour aller directement à la fin. Et par convention, le paramètre de retour de la fonction va être placé dans R0. Donc ici, si R4 contient le résultat de l'accumulation, je place R4 dans R0. Et donc pour revenir au programme principal, je vais écraser PC avec la valeur sauvegardée dans LR. Et je vais bien me retrouver après l'appel de la fonction BL. Donc ce qui s'est passé, donc, quand j'ai fait l'appel de la fonction, donc PC contenait une valeur donc, de l'adresse de l'instruction à exécuter, l'instruction BL. J'ai fait l'appel de la fonction, donc PC a changé puisqu'il y a eu un saut, et j'ai placé dans LR l'adresse de l'instruction qui suit BL.
Ensuite, j'exécute ma fonction. Et quand il s'agit de revenir à la fonction principale, donc je fais move PCLR, donc j'écrase PC avec l'adresse de retour et je me retrouve juste après le BL. Si l'on s'intéresse maintenant au traitement d'une chaîne de caractères, donc cette fois au lieu de traiter des valeurs de 32 bits, on va traiter des valeurs de 8 bits. Donc là, je retrouve le tableau du code ASCII pour représenter des caractères en binaire. Donc là, si on fait un programme qui permet de transformer des minuscules en majuscules, donc on va utiliser le programme change-casse. On voit par exemple que le code ASCII de petit a, c'est 0x61 et grand A, c'est 0x41. Bon, et ensuite, ça se suit. Hein. Donc après, j'ai 0x62 pour petit b, 0x42 pour grand B. Donc il faut que je fasse un calcul avec une soustraction de 0x20 entre les deux codages de caractères. Donc pour faire le test, je vais changer mon makefile. Donc là, je rebascule en vue édition. Donc c'est le main str qui contient le programme à tester. Je modifie le makefile et je compile. Si ça compile sans erreur, j'ai mis à jour mon exécutable. Je peux alors le tester. Donc je charge dans R0 l'adresse de la chaîne. Donc c'est ABCDEFG. Donc si je vais en mémoire observer ma chaîne de caractères, elle se trouve à l'adresse indiquée. Donc on voit ici le ABCDEFGH. Alors, on peut aussi représenter la mémoire sous forme d'octets. Bytes et octets. Voilà, donc là on voit les différents caractères qui se suivent. Et donc une chaîne de caractères sera forcément terminée par la valeur du caractère ASCII 0. Donc j'appelle ma fonction et on va récupérer dans R4 le premier caractère. Donc vous voyez, je fais un LDR-B pour récupérer uniquement un octet. Donc, je récupère A 0x61. Je vérifie que ce n'est pas 0, ce qui voudrait dire que je suis arrivé à la fin de ma chaîne de caractères. Donc, ce qui me ferait donc, terminer le programme, donc aller à fin chaîne. Je soustrais 0x20 pour transformer une minuscule en majuscule. Et je fais la modification en mémoire. Voilà, donc là, mon petit a est devenu un grand A. Et je repars à l'adresse change-casse. Alors, comme j'avais post-incrémenté R0, donc normalement, je suis sur le caractère suivant. Effectivement, je récupère le caractère petit b, qui n'est pas nul. Donc, je peux soustraire 0x20 et ainsi de suite jusqu'à arriver à fin chaîne. Donc là, je double-clique point d'arrêt, F8 pour aller directement au point d'arrêt. Et on voit que en mémoire, ma chaîne de caractères a été modifiée pour contenir uniquement des majuscules. Et après, j'ai le retour à la maison, move PCLR, pour revenir au programme appelant main.